Ouais. Donc, Laurie est originaire d'Argenteuil. Elle est ingénieure en chimie, diplômée de l'École nationale supérieure de Caen. C'est là qu'elle rencontre son mari, Philippe, avec qui elle est toujours aujourd'hui. Donc, Laurie a un parcours de 20 ans en entreprise en qualité de chef de projet en informatique. Donc, un chemin bizarre après la chimie. Mais à l'époque, ne trouvant pas de travail dans sa branche, elle a profité du passage à l'an 2000 où on cherchait des têtes bien faites, pas forcément des têtes qui connaissaient le sujet, pour mettre en place les programmes et passer ce fameux en 2000. En parallèle de son métier de chef de projet dans une grande entreprise de la métropole, une ancienne de distribution spécialisée de la métropole, elle décide en 2014 de suivre une formation diplômante et certifiante de 2 ans à l'Institut de sophrologie humaniste de Lille. Et elle crée AE Équilibre en 2016 à la suite de sa formation. Donc, Laurie, c'est aussi une maman de 3 enfants, des jumeaux, un gars, une fille de 10 ans et un ado de 14 ans. Je vous laisse deviner tout ce que cela implique. Je peux vous dire que l'école à la maison, elle connaît, elle a même organisé pour la famille, en mode projet, l'utilisation des différents outils et planning à la clé. Donc, Laurie se propose de partager avec nous son expérience et ses connaissances professionnelles de l'accompagnement des collaborateurs en entreprise. Donc, à partir d'un cas concret d'une mission réalisée dont nous tairons le nom de la société, elle va nous décrypter le processus pour refaire collectif. À toi, Laurie. Bon, à moi. Merci Elisabeth, merci Audrey pour cette invitation. Alors, je vais juste déposer que ça va être pas facile pour moi parce que quand je vais basculer sur mon PowerPoint, je vais plus vous voir. Et alors moi, pas voir les gens, c'est super compliqué. Alors déjà que pas être dans la même pièce, c'est super compliqué. Alors pas vous voir, ça va être compliqué. Du coup, j'ai prévu un PowerPoint qui soit court. Et ensuite, je remettrai l'écran où je vous vois pour être dans la présentation de l'expérience que je viens de mener là dans la métropole. Et j'ai envie, au-delà de j'ai envie, j'ai aussi besoin qu'on soit dans l'interaction et que vous attendiez pas les 5 dernières minutes pour poser des questions. L'idée est vraiment d'être dans un échange et pas dans quelque chose de descendant qui ne correspondrait pas du tout. Voilà. Donc, On je y ne va. vous vois plus à partir de maintenant. La garde. Alors, refaire collectif, un enjeu majeur pour l'entreprise. En effet, à part si on travaille tout seul pour soi dans son coin, on a des collaborateurs. Et même si on travaille tout seul, quelque part, on a des clients et des fournisseurs. Et il y a quand même un collectif quelque part. Donc pour moi, l'entreprise a une vocation de faire fonctionner un ou plusieurs collectifs. Donc c'est un enjeu, là, suite à ce moment particulier que nous venons de vivre, de refaire collectif. Et c'est pas pour rien que j'ai mis le mot « re » entre parenthèses. Oui, mais attention, pas de précipitation. Ma grand-mère aurait dit « rien ne sert de courir, il faut partir à point et il est urgent d'attendre ». Alors ça peut paraître étrange ce que je dis là. En tant que chef d'entreprise, vous avez sûrement beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à remettre en marche. Mais si on ne regarde pas d'où on part, on ne va pas savoir par où passer pour arriver à nos objectifs. Donc je ne veux pas me représenter parce qu'Elisabeth l'a très bien fait. J'ai juste envie de préciser que dans la façon dont j'ai été formée à l'Institut, on a une approche centrée sur l'humain. Et c'est l'humain au cœur de ces environnements qu'on accompagne en se centrant vraiment sur ce que la personne est et sur ce que la personne peut vivre. Et j'avais envie de vous partager cette phrase de Carl Rogers qui est à l'initiative de l'approche centrée sur la personne. C'est à partir du moment où je m'accepte tel que je suis que je peux changer. Et ça, je dirais que ça vaut pour un individu, ça vaut pour un groupe, ça vaut pour plusieurs entités. À partir du moment où on regarde où on a les pieds, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut avancer. Alors, le 16 mars, qu'est-ce qui se passe ?
Le 16 mars, on nous annonce le soir que le lendemain, on ne pouvait plus sortir de chez nous. C'est brutal et surtout c'est non négociable. C'est régi par les lois. Si on sort, on est en infraction. Et quelque part, on associe dehors égale danger réel, hein, et les autres égale danger. Donc le 16 mars au soir, on comprend qu'à partir du lendemain, on reste chez nous. Et que tout ce qui était important, tout ce qui était immuable, comme se lever le matin pour aller à l'école, comme se lever le matin pour aller travailler, comme se mettre dans les embouteillages pour aller travailler, tout ce qui était immuable et non négociable jusque-là, eh ben, on y laissait de côté pour quelque chose d'autre de non négociable, rester chez soi. Et alors là commence une vague d'adaptation, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais d'adaptation immense. Tous les périmètres se sont mélangés. Comme l'a dit Elisabeth, l'école est venue à la maison. Le travail est venu à la maison. Donc tout s'est mélangé physiquement au même endroit. Et tout s'est mélangé dans le temps. Notre temporalité, notre journée, même si on a sûrement fait du mieux qu'on peut pour garder un rythme, les heures où on a travaillé, c'était peut-être pas celles de d'habitude. Les heures où on a fait l'école à la maison, c'était peut-être pas celles de d'habitude. Donc il y a un temps d'adaptation et il y a un nombre de choses auxquelles il a fallu s'adapter, mine de rien, énorme. Donc face à l'adaptation, Delphine a dû vous en parler dans la conférence précédente, ce qui permet à l'être humain de s'adapter, c'est le stress. Donc heureusement qu'on sait avoir du stress, parce que sinon on ne saurait pas s'adapter. Mais c'est comment on va vivre ce stress qui va être important d'observer, et c'est ce que Delphine a dû vous expliquer. Alors je dis et surtout Caroline. Caroline a posé les bases, en fait, au départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos clients, pendant cette période, ils ont tous eu des vécus très différents. Ce confinement, ça a pu être très inconfortable sur certains sujets pour les uns, moins pour d'autres. Ça a pu être confortable, après tout, constater que de ne pas se mettre 3 quarts d'heure dans un bouchon tous les matins et tous les soirs, finalement, c'était peut-être pas si mal que ça. Donc, il a été long, ce confinement. C'est aussi une notion à prendre en compte, hein, ça a duré 8 semaines. Il a été long, et au-delà de la première période de stress où il faut tout réorganiser, il y a peut-être des prises de conscience qui ont été faites. Il y a un vécu émotionnel qui a pu être très important. La privation de liens sociaux, même si des outils comme celui sur lequel on est permettent de communiquer et de garder une forme de lien, on a quand même été privé pendant 8 semaines de la présence physique de notre entourage. À part notre famille proche, les autres, ils restaient à distance. Et je rappelle quand même que basiquement, l'être humain est un animal grégaire. C'est un animal qui vit en groupe. Le privé de liens sociaux, c'est le privé d'une partie de son mode de fonctionnement. Pendant ce temps de confinement, si je continue, il y a pu y avoir des vécus difficiles. La maladie, la perte d'un proche, la peur de la maladie, la peur de la perte d'un proche. Le vécu du travail, télétravail, chômage partiel, voire plus du tout d'activité quand on est entrepreneur. Et là, je sais de quoi je parle. Voilà, toutes ces situations qui semblaient bien pérennes, bien placées, bien ancrées, ont été remises en cause. Qu'est-ce qui peut s'être passé pour les gens ? Je dirais qu'à partir du moment où on ne leur a pas demandé, on ne sait pas. On peut imaginer ce qui s'est passé pour eux, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé et comment ils ont vécu les choses ? Tant qu'on ne leur a pas posé la question, on ne sait pas. Et peut-être que quelque chose de bien vécu pour l'un, le télétravail, aura été mal vécu pour l'autre.
Le temps en cercle familial restreint aura été bien vécu pour les uns, mal pour d'autres. Suivant comment on a vécu le confinement en termes d'habitation, en termes de télétravail, moi je dirais autant de personnes, autant de vécu, et surtout on ne peut pas présupposer de ce que les gens ont vécu. Mais en tout cas, ce qu'on vient de vivre, c'est 8 semaines, et je vais inclure les 3 semaines suivantes de déconfinement. Pour moi, c'est une période extraordinaire que j'écrirai en 2 mots avec un trait d'union, c'est-à-dire complètement à l'extérieur de l'ordinaire. Et du coup, c'est à observer. Cette période, on a été en suradaptation sur beaucoup de choses. Et si on a été en suradaptation, c'est qu'on a des ressources pour s'adapter et pour transformer les choses. Par contre, là, tant qu'on a les pieds dedans, on ne peut pas le voir qu'on a des ressources pour le faire. Donc ça a été la période de confinement. Donc voilà, un panel, un mélange de plein de choses, des rythmes qui ont été abîmés. Il y avait beaucoup d'articles, enfin en tout cas moi, j'ai lu beaucoup d'articles sur les rythmes par rapport au sommeil, les temps de pause qui étaient pu placés dans une journée en télétravail. Il y a des personnes qui partagent qui ne savaient plus prendre de temps de pause ou trop prendre de temps de pause. Enfin, ça a été vraiment un chamboulement des rythmes, une mise en cause de beaucoup de certitudes qu'on avait. C'est pareil, l'être humain, c'est un être d'habitude. Donc, même si on est adaptable sur beaucoup de choses, on est quand même bien confortable dans nos habitudes et c'est ce qui nous sécurise. Donc là, quand on nous dit du jour au lendemain qu'il faut revoir toutes nos habitudes, il y a une forte insécurité qui se met en place. Et puis voilà, il arrive le 11 mai, officiellement, on nous annonce un déconfinement. Alors autant le 16 mars, on ne pouvait pas revenir en arrière, c'était immuable, si on sortait, on n'était pas dans la légalité. Là, le déconfinement, je dirais que quelque part, dans tous les systèmes, il va s'organiser à peu près comme chacun a envie. Alors le chacun, c'est comme chaque entreprise, comme chaque individu a la possibilité. Si je regarde les écoles, il y a des classes qui vont 2 jours par semaine, une demi-journée par semaine, le matin, le soir, pas les mêmes horaires. Des entreprises qui réintègrent le personnel qui était en télétravail, d'autres non, d'autres une partie, juste quelques jours. En fait, nos cadres qui étaient bien clairs, là, ils sont tous, ils sont mouvants. Et puis, je sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais quand on sort et qu'on va à droite et à gauche, on a l'impression qu'il y a 2 points de mesure ou 10 points de mesure. On va rentrer dans certains magasins, on va avoir l'impression de rentrer dans une salle d'opération. Il y a surabondance de gestes barrières, et puis on va rentrer à un autre endroit et ça sera complètement le contraire. Et ça, notre cerveau, il n'aime pas bien. Notre cerveau primaire, il n'aime pas bien parce que il a besoin de fonctionnement qui soit clair. Et là, quelque part, il n'y a pas grand-chose de clair. C'est le flou. Et on ne sait pas bien à quoi se raccrocher. Dans ce que j'entends aussi, c'est, on a été inondé d'informations pendant le confinement. Aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir des informations fiables sur on en est où du virus, comment il continue à se propager, on en est où de notre situation économique, la société pour laquelle je travaille, elle en est où? Finalement, si j'étais en chômage partiel et qu'on reprend et que je suis pas encore réintégrée, à quoi je sers? C'est quoi ma place? Il peut y avoir toutes ces questions-là dans les têtes de vos collaborateurs et moi je pars du principe que toutes les questions elles sont légitimes et toutes les interrogations elles sont légitimes. Donc le constat aujourd'hui, 4 juin, ça fait 3 semaines qu'on est déconfiné. C'est bien, on va rajouter un mot au dictionnaire. Il n'existait pas ce mot-là. Donc, nouvelle expérience, enrichissement de notre dictionnaire. C'est fantastique, non?
De même Euh, que cluster. C'était un mot anglais, ça. Oui, mais on se l'est approprié. Voilà. Euh, donc, on est là. Il y a un enjeu pour les entreprises et les organisations, c'est de refonctionner. Alors, pour celles qui n'ont pas du tout fonctionné pendant le confinement, bah, c'est de redémarrer et l'activité économique et les activités en équipe et de faire redémarrer le collectif. Et puis pour ceux qui se sont pas arrêtés pendant le confinement, qui ont continué à travailler, comment on retransforme le télétravail en travail présentiel ou en autre chose. Voilà, il y a toutes ces questions à se poser pour redémarrer. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'on n'a pas fait un bouton on-off. Le 16 mars au soir, on n'a pas mis en pause et on rallume le 11 mai. Parce que cette expérience, elle a tous les vécus qu'il y a pu y avoir aussi différents, aussi agréables ou désagréables qui ont pu être là. Tout ce qui a été vécu a transformé vos collaborateurs. Mine de rien, vous êtes un être humain avant d'être un chef d'entreprise, donc tous ces vécus vous ont transformé. Ça a transformé votre entreprise sur le plan économique, sur le plan peut-être des décisions que vous avez dû prendre pendant le confinement, sur les projections que vous aviez, les projets qui ont dû être arrêtés, voire annulés, qui n'auront peut-être jamais lieu ou lieu différemment. En fait, tout a bougé. Et ce serait illusoire de croire qu'on va redémarrer comme avant. Même si, comme l'être humain est un animal qui n'aime pas le changement, il aimerait bien redémarrer comme avant, parce qu'au moins il savait où il avait les pieds. Du coup, je vais terminer ma petite présentation avec ce petit bonhomme en bas de son escalier, qui regarde ses pieds. Il est tout petit en bas de son escalier. Et voilà, pour moi, tant qu'on ne regarde pas où on a les pieds, c'est illusoire de penser qu'on va prendre une direction. Donc, comme le dit Roger, tant que je ne m'accepte pas tel que je suis, tant que je n'accepte pas ce que je vis là tout de suite maintenant, je ne peux pas me transformer. Et ça, si je l'étends à une organisation, au-delà d'un individu, tant que l'organisation ne fait pas de constats factuels, alors pas pour se faire des reproches ou pour se dire qu'on aurait pu mieux faire, c'est pas ça le principe. Tant que les constats factuels ne sont pas faits, c'est illusoire de se dire qu'on va monter cet escalier. Et puis exprès, j'ai mis un escalier dont on ne voit pas le bout, comme ça on ne sait pas trop où on va. Hier, j'ai demandé à Elisabeth, si je te dis je veux aller à Lyon, tu me dis quoi? Tu peux répondre, Elisabeth, ce que tu m'as dit hier. J'ai dit que je prenais le TGV. Voilà. Donc oui, je veux aller à Lyon, je prends le TGV. Bon, bah si je pars de Chicago, je ne vais pas commencer par prendre le TGV, on est bien d'accord. Donc il faut bien que je sache d'où je pars avant de me poser la question où je vais arriver. Donc ça sera la dernière diapo parce que là j'en ai vraiment marre de ne pas vous voir. Allez, reviens parmi nous. Voilà, je reviens. Je suis revenue. Laurie, je te coupe, mais je te propose même, si tu ne repars pas sur un diapo, d'arrêter le partage d'écran. Alors, je clique là-haut, c'est ça? Non, je ne repartirai pas sur un diapo. Eh ben, vas-y, tu peux le désactiver. Voilà. Parfait. Alors, quand Audrey et Elisabeth m'ont proposé d'animer un temps sur la reprise, je voyais pas bien où j'allais pouvoir avoir un apport. Et puis finalement, dans la même semaine, juste avant, j'ai été contactée
pour accompagner des équipes de travailleurs sociaux à la reprise. Équipes de travailleurs sociaux que j'ai déjà en supervision, régulièrement, une fois par mois. Donc là... Peut-être expliquer ce qu'est la supervision? Je peux expliquer ce qu'est la supervision. La supervision, c'est un temps privilégié où soit une équipe, soit un individu professionnel de l'accompagnement, sachant que moi, je mets les managers dans les professionnels de l'accompagnement. Où chacun vient présenter une situation professionnelle qui n'est pas tout à fait confortable. Chacun vient avec un sujet qui n'est pas tout à fait confortable pour lui. Et quand c'est en individuel, je travaille avec la personne à essayer de détricoter factuellement la situation et de voir ce qui se joue dans cette situation. Et puis quand c'est fait en équipe, je suis là et garante du cadre, mais c'est l'équipe qui détricote la situation et qui essaye d'observer ce qui se joue. C'est pas du conseil, c'est pas des outils, c'est vraiment un temps particulier d'écoute centré sur la situation et le professionnel qui lui permet de décaler le regard, qui lui permet de voir les choses d'un autre point de vue. Donc voilà, ce centre social me demande d'accompagner une petite vingtaine de collaborateurs à la reprise de l'activité. Et c'est cette expérience que j'ai envie de vous partager parce que j'ai terminé avec un premier groupe de 10 et je terminerai la semaine prochaine avec le deuxième groupe. Donc, ce ne sont pas des outils que je vais vous partager, c'est plutôt une démarche. Et c'est là qu'à chaque étape, si des questions viennent, si des interrogations viennent, on va être dans l'échange pour que ce soit plus riche. Donc en fait, j'ai construit cet accompagnement en 3 étapes, en partant de la personne pour élargir tout doucement vers le collectif. La première étape, avec un certain nombre d'outils, faire le constat aujourd'hui, faire le constat de ce qui est là pour la personne aujourd'hui. Donc là, on va parler de choses dont on ne parle jamais dans le monde de l'entreprise, on va parler d'émotions. Faire le constat de ce qui est là. Et à partir de la date d'aujourd'hui, porter un regard sur ce qui a été vécu sur les semaines précédentes. Et je dis bien à partir de la date d'aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai engrangée pendant ce confinement, parce que c'est une expérience. Comment je regarde ma première semaine, ma deuxième semaine, qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé un sas de dépose. Alors moi, je l'ai fait avec mes outils. J'ai utilisé un peu de sophro, un peu de pédagogie autour des émotions, j'ai utilisé des temps individuels, des temps en petits groupes. C'est vraiment avoir ce temps de dépose qui vient légitimer ce qui s'est passé pour l'individu, pour la personne en tant qu'individu. Donc moi, pour répondre à la demande du centre social, ce travail, il a été fait en groupe, mais à l'intérieur du groupe, il y a eu du travail individuel et du travail en sous-groupe. L'idée, et ça a été pour moi le challenge, je dirais, c'était de ne pas rentrer dans la plainte. J'étais pas là pour écouter la plainte. J'étais là pour accompagner les collaborateurs à porter un regard sur. Même si il y a eu des partages de choses difficiles. Mais il peut y avoir partage de choses difficiles sans être dans la plainte. On n'est pas dans la même démarche. Tu peux expliciter un petit peu plus ce concept? Dans la plainte, quand la personne est dans la plainte, elle cherche à attirer le groupe dans sa plainte. Là, c'était en groupe. Et surtout,
elle n'est pas dans un élan pour avancer, pour je dirais, si je prends pour métaboliser ce qui s'est passé. Il y a eu un événement, il s'est passé quelque chose, on le dépose factuellement, on dépose aussi factuellement tout l'émotionnel qui était là. J'ai eu peur, j'ai été en colère, avec tous les mots qu'on peut décliner. Mais le regard que je porte, c'est pour observer et non pas revivre cette émotion difficile. On est à distance, on vient observer. Et ça, les outils en groupe le permettent quand même bien. Être dans la plainte, ça serait s'enfermer dans quelque chose de cyclique et on n'avance pas. Là, l'intérêt, c'est de déposer, de décharger, d'avoir un espace qui vient légitimer que ça a été dur ou que ça a été chouette, hein, et que peut-être même on a culpabilisé que c'était chouette de pas se taper 1h30 de bouchon par jour. Donc d'avoir un espace d'un espace bienveillant et sans jugement, même si on est dans la même équipe, pour déposer ça. Et puis après, le but, c'est quand même d'y transformer cette affaire. Parce que ce confinement, même s'il y a eu des vécus difficiles, il y a tout un tas d'apprentissages qui en ressortent. D'apprentissage, de façon de regarder les choses, de façon de regarder son travail, son organisation, son rythme. Et donc la deuxième étape, je les ai fait travailler sur toutes les ressources internes qu'ils avaient mobilisées pendant le confinement. Et puisque là on est presque déjà à 3 semaines du déconfinement, et avec cette phase de déconfinement, quelles sont les ressources internes individuelles qui ont été mobilisées, celles qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné. Donc ça a été la deuxième étape. Je les ai fait travailler sur, voilà, dans cette expérience vécue que vous regardez aujourd'hui à distance, qu'est-ce que vous avez mobilisé comme ressources? Ça a été la deuxième étape. Ils répondent à la question tous ensemble ou tu fais ça sous forme de... Sur un atelier de 3 heures, j'ai utilisé différents outils. D'accord. Petit brainstorming ou... Du brainstorming, de la relecture avec des clés. Hein. J'ai donné beaucoup de clés sur ce monde de l'émotionnel, hein, comment fonctionnent les émotions, à quoi ça sert. Parce que mine de rien, ça sert à quelque chose, les émotions. On aimerait bien ne pas en avoir, mais c'est pas les émotions qu'il faut pas avoir, parce que le jour où on n'a plus d'émotions, vous savez ce qu'on fait? On est mort. Le jour où vous n'aurez plus d'émotions, il y a une chose qui est certaine, c'est que vous serez mort. Donc ça sert à quelque chose, les émotions. Donc je donne aussi des clés de lecture sur à quoi ça peut bien servir d'avoir des émotions. Et quand on explique aux gens à quoi ça sert d'avoir des émotions, ils comprennent ce qu'ils ont mobilisé dans ce moment d'émotion, qu'est-ce que ça venait leur dire et qu'est-ce qu'ils ont mobilisé. Et c'est cette richesse qu'il faut arriver à faire émerger. Donc ça a été mon deuxième temps. Et le troisième temps, c'est voilà, tout ce qui a été vécu, toute la richesse de ce parcours individuel. Eh ben, aujourd'hui, je fais comment pour le mettre au service du collectif. Et mine de rien, comme je les ai fait travailler en groupe de 3, en groupe de 2, en groupe de 5, en groupe entier, du collectif, on en a fait. Ils s'en sont pas aperçus, hein, mais on en a fait. Et ils ont aussi vu qu'ils pouvaient être ressources les uns des autres, que dans une situation, quand il y a besoin de quelqu'un qui est plutôt persévérant, on sait sur qui s'appuyer. Voilà, comment on vient mobiliser ces ressources individuelles au service du groupe qu'il constitue là dans la pièce avec moi. J'ai une petite question, Laurie, oui. Sur ce retour d'expérience que tu nous décris. Est-ce que tu rassemblais dans ces groupes
de parole. Tous les niveaux de l'organisation? Est-ce qu'il y avait par exemple des managers ou la Oui. direction qui étaient Il sur... n'y avait pas la direction, mais il y avait des managers et des collaborateurs. Il y avait alors, il y avait une mixité d'équipes, c'était pas une équipe, donc c'était des individus de différentes équipes. Ça a eu des avantages et des inconvénients. Le fait qu'il y ait une mixité d'équipes, ça a créé du lien au sein de l'organisation globale, des équipes qui se croisent mais qui ne se côtoient pas. Là, ça a permis de créer du lien. Donc oui, ça a fait collectif, mais plus large que l'équipe, parce qu'en fait, c'était un mélange d'équipes. La difficulté, c'est que comme j'avais pas une équipe entière, il y a des collaborateurs. Par exemple, l'équipe que j'ai en supervision, elles sont 8. J'en ai eu que 3 dans le temps de formation. Et j'aurais pas les autres. Donc voilà. C'est un choix de la direction? Oui, c'est un choix de la direction. Ils n'avaient pas du budget pour que ce travail soit fait avec tout le monde. Et le choix, il s'est aussi fait par l'opérationnel. Hein. Cette semaine, ils rouvraient les crèches. Il fallait bien que les éducatrices de jeunes enfants elles soient à la crèche et pas avec moi. Laurie, Oui, Sandra. est-ce que je peux me permettre une question? Oui. Je voulais savoir si c'était sur la base du volontariat, la participation à ce groupe, ou c'était vraiment indiqué par l'entreprise, par les responsables. Mais écoute, j'ai pas l'impression que c'était sur la base du volontariat. Tu as senti quelques freins. Ouais. Alors après, dans la façon dont j'ai proposé les choses, tout n'a été que proposition, avec la liberté de ne pas faire. Je trouve Notamment, je leur ai proposé un temps de relecture du confinement pour eux-mêmes, avec des outils qui les permettaient de se mettre en réflexion. Et après, ils ont partagé à 3. Je leur ai bien dit, partagez pas forcément le truc le plus énorme, quoi. Choisissez ce que vous partagez. Et en fait, rien que le fait de dire choisissez ce que vous partagez, ça donne une liberté extraordinaire. Je trouve que c'est intéressant parce que la question de Sandra et la mienne, finalement, on est tout de suite allé creuser à peu près au même endroit, qui est l'injonction à la dépose, mais qui vient d'une direction qui est autant concernée que finalement ses salariés. Et moi, à t'écouter, j'ai trouvé ça super intéressant, cette notion de suradaptation, et d'analyser ça aussi en termes de ressources. Parce que finalement, mais quand tu es rentré dans la narration de ce que tu es en train d'expérimenter avec ce groupe, ça m'a tout de suite fait penser à une situation vécue ce matin. Nous, au sein de notre organisation, donc on est vraiment une petite entreprise de moins de 10 salariés, et on a plutôt des collaborateurs qui sont jeunes. Donc en contrat d'alternance, en contrat de professionnalisation. Donc c'est des collaborateurs qui sont seulement en train de se former et d'apprendre. Et le plus complexe dans ces situations-là, c'est pas les apprentissages théoriques, mais c'est vraiment les faire grandir dans leur posture professionnelle. Et ce matin, on a donc remis en route une de nos alternantes en mode télétravail, et ça fonctionne pas bien en fait, parce qu'elle a eu le souhait de vraiment revenir au travail avec plus d'ambition dans les sujets qu'on lui confiait, passer de tâches opérationnelles vers plutôt conduite de projet.
Mais par contre, c'est très, on passe beaucoup de temps avec elle au téléphone pour lui faire comprendre que voilà, adopter ce genre de mission, ça demande de mobiliser d'autres choses, prendre de la hauteur, savoir comprendre ce qu'est un objectif. C'est pas comme exécuter. Et bon, je vais essayer d'être plus synthétique. Et Ouais, Oui, oui, parce qu'il est 18h09. Hein. Et on s'est rendu compte que ça avait créé pas mal de tensions. Et complètement anormal. Parce que Qu'est-ce qui a créé des tensions, que tu lui dises que c'était pas le moment? C'est quoi qui a créé des tensions? entre moi et mon associé. Ah, Donc, on est co-tuteur de nos apprentis et on l'a déjà vécu. On sait que le cap à passer dans leur évolution, il va être long, que les bénéfices, on va les avoir beaucoup plus tard. Et que voilà, c'est le rôle du tuteur d'avoir cette patience-là. Et on s'est rendu compte que cette patience-là, là, maintenant, tout de suite, ben on l'a tu pas. l'as pas. Ben non. Et donc, du coup, on s'est surpris, on a pris le temps quand même de se poser et de débriefer ce qui venait de se passer, parce que moi, je me suis sentie tout de suite très mal, avec tout de suite contracture dans le dos, vraiment de la tension. Et je me suis dit, là, en fait, il y a de l'agacement. Et c'est pas normal. D'habitude, on n'est pas agacé. Et du Pourquoi coup, c'est pas normal? eh ben si, c'est normal dans la normale. C'est ce qu'on a fini par C'est se normal dans aujourd'hui. C'est pour ça que je reviens à ma question, puis je ne sais pas si c'est ce que Sandra avait aussi à l'esprit, mais je trouve que c'est important que nous aussi on s'implique dans ce genre de choses, parce que nos demandes, nos attentes et nos exigences vis-à-vis de nos collaborateurs sont super liées à ce que nous-mêmes on est en train de vivre. Et là où Tout à fait. d'habitude on peut être hyper patient, on va être agacé. Oui, tout à fait. Et puis surtout, ça fait que tu les montes du doigt en disant oh, moi ça va, mais vous avez des problèmes, on va me confier à Laurie. Quelque part. Ouais, alors, c'est pour ça que dans mon petit bout de discours, j'ai dit, vous, chef d'entreprise, vous êtes avant tout un être humain avant d'être chef d'entreprise. D'accord? Vous êtes un être humain, donc je vous l'annonce, avec des émotions, avec des besoins, avec des choses pas faciles vécues pendant 8 semaines, voilà, parce que pas facile vécu en tant qu'être humain. Et puis pas facile vécu en tant que chef d'entreprise, parce que voilà. Après, c'est pour ça que je dis, c'est une démarche que je vous expose, pas un mode opératoire, parce que la dépose, il y a des milliers de façons à imaginer pour qu'elle soit faisable. On peut imaginer, je sais pas, alors moi je vais parler de mes outils, hein. On peut imaginer des temps en sophro, on peut imaginer des temps en supervision, on peut imaginer du travail, tout peut. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être prétexte à ce temps de dépose, collectif ou individuel. Il y a voilà. Moi, je vais pas citer d'autres outils parce que ce sont pas les miens, mais là dans le travail de dépose que je leur ai fait faire, moi c'est ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la démarche dans laquelle je suis rentrée, c'est pas une démarche de comme tu as dit Elisabeth, de groupe de parole. Ce n'était pas un groupe de parole. C'était une démarche formative parce que des travailleurs sociaux, il y a la dépose pour eux, il y a la reprise de l'activité pour eux, mais il y a la reprise de tout ce qui se vit pour les gens qu'ils accompagnent. Et donc, dans la démarche et la façon dont j'ai construit les 3 demi-journées, il y avait de la transmission de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Mais qui leur a permis d'être dans la dépose. Et à la 3e matinée, je leur ai demandé de reprendre un travail qu'on avait fait la première matinée. Ils ont des clés de lecture qui sont beaucoup plus claires sur ce qu'ils ont pu vivre émotionnellement parlant et ce que ça a mobilisé, ce que c'est venu toucher chez eux, quels sont les besoins qui sont derrière, et du coup, pourquoi l'émotion a été là. Et s'ils ont ces clés de lecture pour eux,
Demain, quand ils vont recevoir les gens au centre social, alors ils vont peut-être pas toutes les garder, mais en tout cas, ils vont en avoir gardé pour les gens qu'ils accompagnent. La dépose émotionnelle, il faut trouver le moyen de la faire. La dépose émotionnelle, c'est pas forcément aller investiguer par curiosité, pour savoir si le vécu de l'un était plus difficile que le vécu de l'autre, ça on s'en fout. Tous les vécus sont légitimes, et s'ils étaient difficiles, ils étaient difficiles. Et s'ils étaient faciles, ils étaient faciles. Même si la situation, pour vous, elle semble pas compliquée, bah la personne, elle l'a peut-être vécu de façon très compliquée. Et c'est vraiment venir dégonfler le ballon de baudruche, quoi, pour pouvoir monter l'escalier, la première marche, puis la deuxième, puis redescendre une s'il faut, puis remonter 10. Et ça, je dirais, il y a une dimension à prendre en compte, qui est pas facile pour le monde de l'entreprise, et que ça va pas se faire à la même vitesse pour tout le monde. Je te vois rigoler, Laurent, là. Ah oui, la temporalité, elle est hyper importante sur le sujet. Et ça, tu y as fait écho à plusieurs reprises, même sur la façon de faire la dépose. Il faut aussi, à mon sens, il faut aussi avoir des temps informels de dépose. En fait, la temporalité, Audrey en a parlé aussi tout à l'heure. Il faut que le manager, il ait cette capacité à prendre du temps, à être patient. Et dans cette période où on a arrêté beaucoup de choses, où on essaye de remettre en route les choses, faut bien intégrer qu'on ne peut pas remettre en route les choses comme on les a arrêtées. Moi, j'ai cette parole d'un membre du CDG chez nous qui comprenait pas qu'on n'arrivait pas à déconfiner aussi rapidement qu'on avait confiné. Confiner, ça a été très simple. En une journée, on a dit vous rentrez chez vous. Voilà. Déconfiner, c'est autre chose. C'est beaucoup plus complexe. Il y a toute la partie matérielle et puis après il y a toute la partie humaine. Et ça doit prendre du temps. Donc il faut se donner le temps, il faut avoir cette patience en effet d'accueillir les doléances des collaborateurs, leurs difficultés. Et du coup, ce temps, il faut aussi savoir le gérer dans les façons dont on va gérer cette dépose. Et il faut qu'il y ait aussi des temps informels, des temps où on va par exemple simplement provoquer un repas à distance avec une dizaine de collaborateurs et puis on va laisser venir la parole. Je pense que la notion de temps, elle est importante. Ça fait écho à ton escalier, chacun va monter l'escalier à sa vitesse. Et un des pièges, ce serait la précipitation dans le domaine. Il faut vraiment laisser s'exprimer. Et sur la notion de temps, il y a une chose, mais bon, après c'est du temps du passé, sur lequel tu t'es pas intervenu, Laurie, c'est redonner du sens au collectif maintenant, oui. Après, en espérant qu'il n'y ait pas de deuxième expérience à vivre comme ça, je le souhaite vraiment pas. Mais c'est aussi aux managers, aux dirigeants de s'interroger, faire le tour du temps, c'est qu'est-ce que j'ai fait avant pour maintenir le collectif? Qu'est-ce que j'ai fait pendant pour maintenir le collectif? Quand j'avais mes collaborateurs qui étaient en travail à distance, mes collaborateurs qui étaient en chômage partiel, comment j'ai entretenu la cohésion d'équipe, comment j'ai entretenu le lien social avec mon entreprise? Parce que de mon comportement dans le temps passé, va découler aussi pas mal de choses qui vont arriver aujourd'hui. Et voilà, c'est du passé, on peut pas revenir dessus. Mais si jamais il y avait une deuxième vague, je pense qu'il faudra savoir investir ce temps-là un peu mieux que certains l'ont fait. Ouais. Donc oui, ce temps de dépose. Là, on est sur un paradoxe pour l'entreprise, et je le comprends très bien. Économiquement, on a besoin de redémarrer. Économiquement, il faut agir. Et là, je regarde. Pour moi, une entreprise, c'est un être vivant. Donc, cette entreprise, elle a besoin de survivre dans l'environnement dans lequel elle vit. L'entreprise, elle a redémarré. Et votre entreprise, elle a été confinée.
d'une manière ou d'une autre, hein. Soit elle s'est arrêtée, soit elle a vécu autrement pendant tout le temps, mais si on regarde l'entreprise comme un être à part entière, et elle a vécu le confinement. Donc elle a besoin de redémarrer économiquement. Et les individus à l'intérieur, si je peux les comparer à nos organes, eux, ils ont chacun leur vitesse de redémarrage, et comment on fait pour que tout ça ait sa temporalité à soi, et en restant dans quelque chose de... Alors je vais utiliser le mot écologique et je vais le définir s'il faut, hein. D'écologique pour la personne et d'écologique pour l'entreprise. Et quand je dis écologique, je suis pas sur l'environnement, hein. Je suis vraiment écologique, c'est-à-dire un juste équilibre entre la dépense énergétique que je peux faire et le ressourcement que je peux avoir. Donc voilà, comment, et là ça va être toute la subtilité, et je dirais qu'on a le droit de se tromper et de réajuster au fur et à mesure. Comment on fait pour que ces différentes dimensions, elles cohabitent quoi, sur les semaines à venir, sachant qu'en plus on va arriver sur l'été, les périodes de vacances qui vont encore venir couper un élan qui aurait pu être donné. Enfin, mine de rien, les vacances, c'est des périodes où les collaborateurs sortent de l'entreprise, puis ils reviennent. Là, peut-être qu'ils auront juste remis les pieds et puis ils en repartiront. Voilà. Et tout ça, c'est à écouter, en fait. Et rien que le fait d'être écouté, il y a des choses qui se transforment. Moi, ce qui me surprend, c'est pendant le confinement, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui disaient je retrouve un nouveau rythme, j'apprécie les choses, etc. Et dès le 11 mai, c'était reparti, quoi. Hier, j'avais un rendez-vous avec une personne, elle avait tellement de mails qu'elle a oublié d'ouvrir son mail et elle n'a pas vu le rendez-vous. Et il m'a dit, mais depuis qu'on a repris, j'ai 3 fois plus de mails qu'avant. Donc, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir coupé, du coup, est-ce que c'était le même nombre de mails et qu'il ne s'en rend pas compte, ou est-ce que vraiment ça s'est accéléré parce qu'on ne sait pas se voir et donc on communique comme ça. Mais globalement, tout le monde est reparti comme en carotte, comme on dit. Tout le monde ou pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui sortent toujours pas de chez eux, hein. Oui, moi j'en connais. Mais je pense que malheureusement, on oublie vite les bénéfices qu'on a pu avoir. Ouais. Et ça peut du coup être handicapant pour la marge de l'entreprise. Voilà. Et ça fait écho à la réponse de Laurie. Et on est toujours dans le domaine du temps. Les réactions vont pas se produire dans la même échelle de temps. Non. Il y en a il y a ceux que j'appelle les fous furieux qui vont redémarrer sur les chapeaux de roue. Et puis il y a ceux pour lesquels il faut naturellement du temps. Et il y a ceux qui ont des craintes. Et puis il y a les collaborateurs vulnérables. Voilà. Il va y avoir plein de rythmes différents dans les semaines qui vont arriver. Et donc c'est pour recréer le collectif, c'est aussi un élément, à mon sens, important à prendre en compte, c'est la vitesse de chacun et sa capacité à intégrer le changement, d'où l'importance de le déposer, parce que ça facilite forcément l'acceptation de ce qui s'est passé et puis la mise en dynamique. Moi, je dirais aussi, tu l'as évoqué en introduction, et c'est quelque chose que je ressens, au-delà du respect du rythme de chacun, il y a la précipitation. C'est une vraie réalité, parce qu'effectivement, il n'y a pas une seule organisation qui n'a pas été impactée. Et ça oscille entre des arrêts totaux, donc avec aujourd'hui un effet de précipitation qui est lié, tu l'as dit aussi, aujourd'hui tout est encore flou en fait. Et la trésorerie court terme est tendue, le moyen terme est flou, le long terme, c'est pas le sujet. Donc celles qui sont qui ont été complètement arrêtées, parfois vont tomber dans des excès de précipitation, mais de la précipitation incohérente. Et puis on a tout à l'autre bout de l'échelle, on a les entreprises qui, elles, se sont retrouvées dans des situations de suractivité parce qu'elles étaient dans les secteurs médicaux, ou en tout cas, elles pouvaient être directement contributrices du marché Covid, on va dire. Et moi, je le ressens très très fort, en fait, ce côté
On précipite des choses. tout de suite. Moi, j'étais appelée un jeudi pour former une dame qui devait être prête pour le 11 mai, pour date du déconfinement. Donc, on était jeudi. Le vendredi 8 mai était férié. Et il fallait que pour le 11 mai, elle soit formée. Donc, à part travailler samedi, dimanche, je vois pas trop comment je pouvais faire. Donc, j'ai dit d'abord, on va pas faire comme ça parce que se manger un programme RH en 2 jours, c'est compliqué. Donc, on va l'étaler dans le temps. Mais c'est vraiment à nous de mettre les bornes des choses qu'on peut pas faire. Sinon, on va revenir dans des situations très, très compliquées. Mais toutes les demandes que... Sandra, Vas-y, Sandra. Non, mais je veux pas te couper, je levais juste la main pour dire que j'avais une question pour après. D'accord. Pose ta question. Ok. Vous avez beaucoup parlé de rythme de chacun différent et ça, effectivement. Moi, j'ai une autre chose à vous partager qui est une question. C'est enfin, il y en a deux. Il y a la notion de déni de ce qui s'est passé ou de ce que ça a fait pour chacun d'entre nous et des organisations. Et de fait aussi du rôle de l'entreprise auprès de ses collaborateurs. Et moi, je suis convaincue qu'il y en a un. Par contre, j'ai le sentiment, parce que je vais vous partager un vécu là-dessus, c'est que je ne suis pas convaincue, en tout cas j'ai des grosses questions là-dessus, sur le fait je me demande si les collaborateurs pensent légitime les entreprises pour s'occuper de cette question-là. Et je vais vous partager justement, je te vois hocher de la tête, Laurie, mais je pense que mon exemple va aller peut-être dans le sens de ce que tu as vécu ou pas. Mais moi, je suis designer, donc j'ai des clients qui étaient en cours, tout a été stoppé, comme plein de gens. Et en fait, quand il a été question de reprise, d'abord, moi, je me suis dit, oulala, mais moi, j'ai pas envie de reprendre pareil non plus, donc attention. Et la première chose que j'ai faite, c'est tout le confinement, j'ai pris soin de mes clients, je leur ai demandé comment ça allait, etc. Mais la première chose que j'ai faite, c'est de leur dire, avant de reprendre la mission telle qu'on l'avait commencée, je vous propose un temps d'humain à humain, de dépose, comme tu l'appelles, Laurie. Et là, j'ai proposé des temps aux collaborateurs de manière totalement libre pour qu'ils viennent s'équiper d'outils pour gérer leur stress, mais aussi de dépose. Et en fait, là, c'est assez amusant, enfin amusant, c'est pas le terme, mais assez enseignant, apprenant comme expérience, c'est que j'ai proposé 3 dates, 2 sont déjà passées, et je n'ai eu aucun collaborateur, ni responsable, ni rien, qui s'est présenté à ce temps proposé. Donc, moi, ça me questionne énormément. Soit, il y a plein de raisons possibles. Soit ils pensent que je ne suis pas légitime, soit ils se disent c'est commandité par l'entreprise, soit il n'y a pas de confiance, enfin, il y a plein de raisons possibles. Mais en tout cas, moi, c'est une question et ça m'intéresse d'avoir vos retours. Alors, moi, je dirais, je pense que proposer Brut de Fonderie un temps de dépose, non, c'est pas comme ça. Non, mais j'exagère exprès. Dans l'entreprise, ça peut, je vais dire ça peut, hein, parce que ça va dépendre des situations, ne pas bien être vécu par le collaborateur. Par contre, mettre en place, je vais pas le dire autrement, donc je vais le dire Brut de Fonderie, mettre en place quelque chose qui, avec une autre visée, va permettre la dépose, c'est pas à leur insu, hein, je les ai pas fait parler à leur insu, hein, va permettre ce mécanisme de dépose. Il y en a aucun qui a partagé en grand groupe des vécus. Hein. Le travail, ils l'ont fait pour eux. Hein. L'idée n'était pas d'aller voir ce qui avait été vécu. Moi, je m'en fous, et l'entreprise aussi, elle s'en fout de ce qui a été vécu. L'intention, c'est de permettre d'ouvrir une situation, d'ouvrir un espace où ça va pouvoir se faire. Après,
si dépose forte il y a, c'est aussi la personne qui est là pour écouter ces déposes de dire là on s'arrête là en grand groupe, ou on reprend en individuel, ou c'est quelque chose à faire soutenir en dehors de l'entreprise. L'entreprise, pour moi, elle peut avoir un rôle d'être dans la proposition d'un instant où il peut se faire de la dépose, mais en aucun cas, elle est dans le rôle de provoquer la dépose. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, c'est très clair. L'entreprise, elle est dans ce rôle de proposition dont va s'emparer ou pas le collaborateur. Elle est surtout pas, et ça je pense que vous êtes tous d'accord, dans le vouloir savoir ce qui s'est passé, parce que là, on est complètement à côté de la plaque. Et par contre, la mobilisation des ressources individuelles pour les mettre au service du collectif, ça c'est quelque chose qui peut émerger au sein de l'équipe et être dit. Là, quand j'ai terminé avec la première équipe de travailleurs sociaux, on a fait une belle marguerite avec toutes leurs ressources individuelles qu'ils choisissaient, parce qu'il y avait d'autres ressources individuelles qui étaient apparues pendant la période qui vient d'être vécue, mais qui ne choisissent pas de mettre au profit du collectif du centre. Ils ont choisi les ressources individuelles qui avaient du sens de mettre au profit du collectif. Après, ils ont identifié les autres, elles sont là. Ils les écrivent pas sur la marguerite, mais le jour où ils en ont besoin, ils savent qu'elles sont là. Donc, il est 18h31. Soit on s'accorde encore quelques questions et on lève tous la main pour dire qu'on est d'accord d'avoir dépassé le temps. Soit on s'arrête. Moi, je pense qu'il peut peut-être y avoir encore quelques questions. Moi, je fais pas à manger ce soir, donc on peut dépasser. Moi, j'en ai une. Enfin, c'est moins une question, mais voilà, vient d'émerger dans mon esprit la manière dont ça pourrait se faire chez moi. Et du coup, je voudrais avoir ton effet miroir, Laurie, et puis vous tous aussi. Hein. C'est quand même délicat, quoi, de savoir jauger où est-ce qu'on met le seuil et comment on annonce quelque chose dont un objectif sous-marin pourrait être de provoquer une dépose. Enfin, en tout cas, de la rendre possible. D'ouvrir une opportunité à la dépose. Merci Laurie. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de mes du sujet avec les collaborateurs alternants, mais il se trouve que par ailleurs, je suis administratrice d'un groupement d'employeurs. Donc, on fait de la mise à disposition de salariés en temps partagé. Donc, ça crée un contexte, un environnement professionnel super spécifique déjà à la base, puisque nos salariés ont un seul employeur unique, le groupement, mais on les voit très peu, nos salariés, puisque ils sont déjà en temps normal déportés dans des entreprises adhérentes. Et là, à aujourd'hui, évidemment, on a subi de plein fouet le Covid, donc du coup, on a une majorité de salariés qui sont encore en activité partielle. Comme dans le groupement d'employeurs, on se donne une mission d'insertion, on adresse plutôt des publics qui étaient déjà, qui étaient en fragilité par rapport au marché du travail. Donc des jeunes qui étaient dans des spirales de précarisation ou des seniors qui vivent un écartement de plus en plus fort du marché du travail. Donc déjà à la base, mes salariés ont un rapport au marché du travail qui peut être, où il y a encore des souffrances, ça se répare, mais c'était déjà pas simple. Ils se retrouvent dans un contexte où effectivement ils ont un employeur unique, mais des responsables fonctionnels, ils sont en mobilité toute constante. Et là, aujourd'hui, avec le confinement, on vit une situation qui vient encore rajouter une dimension de plus sur le côté où j'habite, qui je suis, la crainte de la perte d'emploi qui est réelle chez nous. Hein, on est clairement en difficulté. Et du coup, je me disais à vous écouter, à t'écouter Laurie, que j'aimerais bien essayer d'organiser un temps où on se réunit, déjà pour un peu célébrer le fait qu'on ne s'est pas vu depuis 2 mois et que ça fait du bien de se voir.
Et j'aime bien l'idée de proposer finalement, on s'est peut-être tous découvert des capacités de suradaptation. Des talents. J'adore ce concept parce que nous, déjà, c'est comme ça qu'on gère nos recrutements sur GSU, c'est de travailler sur le potentiel d'apprentissage et puis d'aller identifier en fait les ressources des personnes qui souvent, quand elles sont en mal-être par rapport au marché du travail, finissent par sous-estimer ou dévaloriser leur savoir-faire et surtout leur savoir-être. Et je me dis que ça pourrait presque être se saisir de cette situation pour se dire, bah tiens, et si on jouait au jeu de dis-moi quelles compétences t'as mis en œuvre, quelles ressources tu as peut-être découvert, quoi. T'as peut-être découvert ta force dans une situation de faiblesse. Je me dis que ça pourrait peut-être être sympa et... Ouais. Je vais juste reprendre un mot que tu as dit et dont il faut se méfier, Audrey. Même si ça a été le cas, on a été en suradaptation. Attention, dans la continuité, la suradaptation, elle fait tomber les gens. Oui. Donc, il faudrait pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots qu'on choisit. Vos collaborateurs, là, ils ont été en suradaptation sur un temps. Je peux vous assurer que si vous les mettez en suradaptation sur 3 ou 4 ans, ils finissent tous en burn-out. Hein. Bon, pas tous, parce qu'il y en a qui vont pas rentrer dans le jeu, mais on peut être en adaptation, on peut être en suradaptation sur un temps donné qui peut pas durer dans le temps. Donc, voilà, faut juste l'enlever, ce mot-là. Mais oui, le confinement, même ceux qui ont très mal vécu le confinement, alors à ta question, trouver une ressource que vous avez mis en œuvre et tout ça, ils vont dire bah non, rien du tout. Hein. C'était affreux, c'était. Donc il y a comment aller chercher, comment aller mettre en conscience la ressource qui a été mise en œuvre, parce qu'il y en a forcément. Il y a forcément des ressources qui ont été mises en œuvre. Et c'est juste trouver le média qui va te permettre qu'ils aillent le faire. Je te remercie beaucoup. Et pour l'élément de vigilance, je le garde en tête. Ouais. Sur adaptation, c'est comme la notion de performance ou ce genre de choses. Il faut se méfier du fait de laisser penser que c'est valorisable. La suradaptation, il ne faudrait pas que vos collaborateurs pensent que vous voulez les mettre dans la suradaptation parce que ça a marché pendant 8 semaines. Non. Une des clés de réussite de l'exercice dont parle Audrey, c'est ce travail sur les capacités qui ont été mises en œuvre. C'est vraiment de le défocaliser du contexte. Enfin, c'est mon opinion, de défocaliser du contexte professionnel. Ouais. Si on invite les collaborateurs à s'exprimer sur leurs capacités, ce qu'ils ont mis en œuvre au niveau professionnel, voilà, il faut se poser la question, est-ce que je suis bien dans mon rôle? Si au contraire on les défocalise, on les amène sur d'autres choses, d'autres sujets. Je vais prendre un exemple. Moi, dans cette crise-là, j'anime un petit groupe, je suis au sein de la cellule de crise de mon entreprise, j'anime un petit groupe qui fait le relais entre nos régions commerciales et le siège. Et il y a un collaborateur qui s'est surpris il s'est essayé à la cuisine pendant le confinement, puisqu'il était bloqué, il était chez lui, donc il sortait plus pour manger au restaurant comme il le faisait tous les jours. Il s'est mis à la cuisine. Et il a développé cette capacité. Et maintenant, il faut l'entendre quand il nous parle de cuisine, on voit que vraiment il a développé quelque chose. Et je pense que ça, c'est le bon axe. Je pense qu'ils ont tous développé, il y en a beaucoup qui sont devenus instituteurs, institutrices. Voilà, ça fait partie de ses capacités. Et c'est plus sur ce terrain-là qu'ils vont s'exprimer librement. Et du coup, qui vont prendre conscience de tout ce qu'ils ont mis en œuvre. Alors que si on les focalise sur la partie activité professionnelle, déjà, est-ce qu'on est réellement légitime pour faire ça? Et puis, est-ce que ça va pas les bloquer, les contraindre? Oui, et puis l'attente de résultats, il faut, si tu restes sur la sphère pro, alors que tu es dans le milieu pro, comment on va me juger si j'y suis pas arrivée, si j'ai pas développé de capacité
En t'écoutant, Laurent, le collaborateur qui va parler de faire la cuisine parce que c'est la ressource qu'il a développée, il va forcément dire à un moment donné l'ennui qu'il a eu, il savait plus quoi faire, et tu lui auras demandé de chercher un truc positif, mais il va avoir déposé une autre émotion. Il va le dire pourquoi il s'est mis à faire la cuisine. Justement, Laurent, tu me confirmes parce que je comptais prendre mon exemple. Moi, pendant le confinement, j'ai développé des compétences de maître composteur. Et effectivement, je trouve que partir sur ce genre de récit, ça permet de... Ouais, il y a une pelote et on commence à... Et puis c'est tellement personnel que les gens prennent du plaisir à parler de ça. Forcément, parce que c'est un vécu personnel, chacun aura sa capacité, j'en suis certain. Moi aussi. Ouais. On s'arrête là, il est 18h40. Donc je vous remercie tous parce que je pense que l'idée de Laurie de faire quelque chose d'interactif, c'était vraiment intéressant. Elle nous a posé les bases et puis après on est parti dans la discussion. Et j'avoue que c'est la première mini-conférence où ça a été aussi interactif. Donc il y avait aussi de nouveaux participants, donc ça nous fait plaisir parce que je pense qu'Audrey met beaucoup d'énergie à organiser tout ça et donc ça fait plaisir. Et puis une dernière chose, on lui souhaite un joyeux anniversaire pour demain. Ah, Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.